Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre club, l'invité des notaires de Paris. Nous relançons la saison en cette année olympique, donc je vous espère en parfaite forme. L'occasion pour moi de remercier tout d'abord le public, déjà conséquent, et je sais que certains vont nous rejoindre, public encore plus conséquent à distance, puisque vous savez, nos travaux, nos débats sont retransmis, et donc il vous est possible aussi de les suivre à distance. Donc merci de votre fidélité à cette invité des notaires de Paris. Nouvelle saison. Je vous rappelle que ce club, c'est une initiative de la Chambre des notaires de Paris qui vous propose, à occurrence régulière, plusieurs fois par an, de pouvoir, à notre initiative, rencontrer un grand témoin, de débattre avec lui de sujets que nous choisissons d'intérêt commun et ayant une dimension sociétale. Vous verrez, on dévoilera le thème tout à l'heure, je crois que nous avons fait mouche et nous serons dans une brûlante actualité. Vous dire aussi que cette année, nous avons la chance d'accueillir une grande dame, une grande journaliste, Florence Daucher. Merci Florence d'avoir accepté de nous rejoindre pour animer encore une fois ces clubs, cet invité des notaires du Grand Paris. Je terminerai avant de vous passer la parole par des remerciements aussi à la Chambre des notaires et à son président par les moyens qu'ils ont mis à nos dispositions, et puis au service de communication de la Chambre, tout particulièrement grâce aux efforts desquels nous sommes retrouvés ce soir. Florence, à vous la parole. Merci beaucoup, merci Jean-François Sagot de m'accueillir. Merci aussi de me donner l'occasion d'être présente effectivement autour de ce sujet à l'occasion effectivement du retour de la première édition de l'invité des notaires 2024. Vous avez choisi de mettre Paris à l'honneur. Paris, ses évolutions, ses transformations en cours et à venir. Donc vaste sujet et effectivement, vous le disiez, qui fait parler, qui fait débat et qui vous intéresse beaucoup puisque vous êtes très nombreux à être connectés. Vous allez nous donc donner quelques mots d'introduction par rapport à ce sujet. Merci. Alors, le thème de la ville, le thème de son aménagement, finalement, c'est un rêve que nous faisons tous au quotidien, le rêve d'une ville idéale. Mais c'est vrai qu'on rêve de ça pour chacun d'entre nous, une ville qui soit finalement conformée, adaptée à chacun d'entre nous. Une ville qui soit agréable pour y vivre, mais également pour y travailler. Une ville, et ça les Parisiens savent de quoi je parle, où il serait agréable et facile de se déplacer. Une ville propre et aérée, oui, mais aussi forte d'une densité, avec des commerces, des points d'intérêt, où on puisse avoir ses loisirs pas très loin. Une ville également intelligente, qui mêle la capacité finalement à la fois à s'adapter à nous, mais à nous séduire, à innover de manière à rendre toujours attractif et à renouveler l'intérêt qu'on a à y vivre. Une ville également, une ville-monde, dont on s'enorgueillit de pouvoir accueillir chaque année des dizaines de millions de visiteurs, où mais tout ça, on le voudrait avec une cohabitation apaisée pour ceux comme nous qui y vivent ou qui y travaillent. Donc on voudrait plein de choses, peut-être contradictoires. Est-il possible d'envisager une réelle synthèse de choses qui apparaissent encore une fois en opposition? C'est la fameuse quadrature du cercle pour nos amis architectes, le mythe de Sisyphe pour nos amis urbanistes. Mais d'ailleurs, cela interpelle sur le modèle. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réinventer le modèle, d'interpeller ce modèle à la fois d'aménagement, de transport multimodaux au sein de nos grandes agglomérations? Donc le modèle peut être aujourd'hui rénové, repensé. Et ça pose une question qui fera, je pense, débat avec notre invité que Florence vous présentera dans un instant. Est-ce que c'est finalement à la ville de s'adapter à nos propres exigences ou à nous d'accepter les évolutions et donc de nous contrarier pour nous mettre en adéquation avec ce qu'il est admissible dans nos comportements et nos attentes? Est-ce qu'on doit être individualiste? Est-ce qu'on doit être au contraire beaucoup plus comme des roseaux? Est-ce qu'on accepte de se mettre en conformité par rapport aux évolutions? La question dont nous allons débattre, c'est celle de la conception, de l'aménagement pour une ville qui soit adaptée à la fois aux évolutions démographiques et sociologiques,
mais également aux besoins des citoyens que nous sommes, qui sont liés à notre environnement domestique comme professionnel. Voilà, Florence, ce dont il est question ce soir, mais avec qui ? Mais avec qui? Absolument, avec Carlos Moreno, que nous avons le plaisir de recevoir. Carlos Moreno qui donne des conférences dans le monde entier, donc qui est vraiment très, très, très demandé. Carlos Moreno, vous êtes urbaniste, vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation à l'Institut d'administration des entreprises, à donc Paris 1 Université Panthéon-Sorbonne, que nous connaissons bien. Et vous êtes également membre de l'Académie internationale d'architecture. Mais vous avez énormément d'autres titres, donc il faudrait un annuaire pour les citer. Donc voilà pour l'essentiel. Et vous êtes surtout l'initiateur du concept de la ville du quart d'heure. Alors, plusieurs questions évidemment à vous poser autour de la ville du quart d'heure. Déjà, à quel moment avez-vous eu cette conception de la ville du quart d'heure, et pourquoi le quart d'heure? Ça, c'est une question que je me suis posée, pourquoi le quart d'heure? Nous vous laissons la parole, cher Carlos, et merci d'être présent. Bien, merci déjà, chère Florence, pour cette invitation, et merci également pour cette introduction qui est tout à fait claire et pertinente. Et merci aux personnes présentes ici dans la salle et à celles qui sont à distance. Donc, Florence, effectivement, m'a interpellé sur ce concept qui, effectivement, fait le tour du monde, de la ville du quart d'heure, et pourquoi les quarts d'heure. Donc, j'ai préparé une présentation, et on va dire, qui est ad hoc, c'est-à-dire je l'ai pensé par rapport aux propos des notaires, chambre de notaires, par rapport à cette thématique un peu spécifique. Et je vais commencer par répondre effectivement à la question de Laurence, puisque je l'ai dit souvent, de Florence. Excusez-moi, je suis extrêmement mauvais pour les prénoms. Je n'ai pas osé dire, je pense que j'allais dire Jean-Pierre. Voilà. Et si Jean-François est en train de chercher, voilà, désolé, je suis très mauvais pour le prénom. Donc, voilà. Jean-François, Florence. Désolé. Et donc, je vais commencer par répondre à la question de Florence, parce que c'est une question qui m'est posée effectivement partout dans le monde. Pourquoi les 15 minutes? Et ma réponse, elle va servir d'introduction par rapport aux 15 minutes que je vais prendre pour dérouler. C'est que les 15 minutes, ça n'a absolument aucune importance. Ça peut être 10, ça peut être 18, et ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, les cheminements que j'ai pu faire. Je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je viens du monde des mathématiques et des sciences de l'information. On appelle ça l'informatique. Et effectivement, je suis considéré urbaniste et architecte parce que c'est mon travail depuis 20 ans. Mais mon idée essentielle, c'est repenser les villes, comme l'a dit il y a un instant Jean-François, et cette ville qu'on désire, au travers les proximités sous la forme d'un changement radical d'un mode de vie qu'on appelle la révolution des proximités, la révolution des services. Alors, j'ai une petite nomenclature pour les 15 minutes qui suivent. Quand je veux parler ville, je veux parler de ce qu'on appelle les zones à forte densité. Quand je veux parler territoire, je veux parler des villes moyennes, petites villes, voire ruralité, ce qu'on appelle la moyenne et faible densité. Donc, l'idée, c'est de repenser les villes, de repenser nos manières de vivre dans les villes. Le concept de la ville du quart d'heure a fait le tour du monde et il est traduit aujourd'hui dans énormément de langues, au même titre que mes propres livres. Et donc, on trouve une déclinaison partout de ces termes, la ville du quart d'heure. Mais celui qui est moins connu, c'est son jumeau. Parce qu'en fait, il y a deux concepts que j'ai élaborés en même temps. La ville du quart d'heure pour les zones donc denses, urbaines, et les territoires de la demi-heure pour les territoires des moyennes et faibles densités. Et depuis très longtemps, il n'y avait pas dans ces milieux de l'urbanisme un concept qui s'appliquerait de la même manière à la forte densité, à la moyenne, faible, voire très très faible densité de la ruralité.
Et donc, que ce soit les quarts d'heure, où ça n'a aucune importance, que ce soit 10 ou 18 minutes, la demi-heure, ça n'a aucune importance, que ce soit 20 minutes ou 35 minutes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment développer une révolution dans nos modes de vie. J'ai reçu pour ces concepts beaucoup de prix internationaux, mais je dois avouer que de tous ces prix-là, celui-ci est celui qui identifie au mieux ce qui est en train de se passer avec ces concepts. Je l'ai reçu le 4 octobre 2022. C'est le prix mondial de l'urbanisme des Nations Unies, sa branche qui s'appelle UN Habitat, qui s'occupe des villes et des territoires. Et je l'ai reçu parce que ce concept est devenu un concept mondial. C'est devenu un mouvement mondial. C'est devenu un mouvement transfrontière, transculture, où on observe que les mêmes types de concepts, la même pensée, appliquée à des fortes densités, voire des très très fortes densités, des métropoles très très denses, peut être appliquée également, y compris d'interoralité, parce qu'il offre une nouvelle narrative, et une narrative très très simple. Ces concepts, on peut l'expliquer très facilement, et j'ai absolument pas besoin de pratiquer la langue de bois, c'est-à-dire d'être avec un maire, un président de métropole ou présidente, ou maire ou femme, ou un président des régions, ou un président d'un pays, ou ses ministres, ou d'être avec les secteurs économiques, les secteurs privés, les entrepreneurs, ceux qui fabriquent la ville, les notaires, les juristes, ou les citoyens. Je n'ai pas besoin de m'adapter pour un peu forcer la chose pour que chacun soit content. C'est strictement la même narrative, la même idée, la même phrase, et donc on appelle ça une nouvelle narrative qui permet de se mobiliser face aux défis qui sont les développements urbains durables, dans le but de retrouver une nouvelle énergie écologique, économique et sociale après tout ce que nous avons connu, en particulier avec le Covid au niveau mondial. Juste cette frise du temps pour signaler déjà que je ne suis pas urbaniste, que j'ai développé énormément d'activités dans les villes, dans ce qu'on appelle la ville intelligente, les smart cities, dont on en parlera aussi, donc, puisque je viens des mathématiques et de l'informatique. J'ai déposé des brevets mondiaux qui modestement ont eu des succès. J'étais assez pionnier dans ce qu'on appelle la smart city. Donc vous êtes légitime, Carlos Moreno. Et donc je suis légitime pour parler également de ces sujets des villes intelligentes. Mais j'ai rencontré en 2010 donc deux choses différentes qui se sont passées. D'abord, le maire de Londres en 2005, qui s'appelait à l'époque Ken Livingstone, il s'appelle toujours Ken, mais il n'est plus maire, et il a vu venir les défis majeurs pour les villes dans le 21e siècle, les changements climatiques. Et il a créé une association avec 17 autres maires des grandes villes du monde qu'il appelait les C18 et qui a fusionné en 2010 avec une initiative, la Clinton Initiative, celle du ex-maire de New York, Michael Bloomberg, et ces groupes de villes s'est appelé les C40, et c'est les C40 jusqu'à nos jours. Mais ce n'est plus 40 villes, c'est une centaine de villes, dont Paris en fait partie, et qui représente 1 milliard d'habitants, et qui est le fer de lance métropolitain au niveau mondial pour le climat. Et j'ai suivi ces travaux, et en 2010, les prix Nobel et le professeur Mohamed Younous a sorti un livre que je pense que tout le monde devrait lire, qui s'appelle Un monde de triple zéro. Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Et quand j'ai vu le livre du professeur Younous avec la question de l'urgence climatique en 2010, j'ai quitté le monde de la ville intelligente, des mathématiques, des algorithmes, des capteurs, et je me suis mis à travailler sur comment offrir aux citoyens qui habitent quelque part des services qu'on appelle résilients, c'est-à-dire face au climat, face à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion. Et donc, c'est comme ça qu'après la COP 21, qui a eu lieu à Paris en 2015, la COP 21 a signé un accord entre les États. La maire de Paris, qui était présidente à ce moment-là du C40, a convoqué avec Michael Bloomberg et d'autres maires un sommet qui s'est appelé « Maire pour le climat » à l'Hôtel des Villes, qui a marqué l'entrée dans la bataille pour le climat
des villes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Michael Bloomberg, c'est un républicain de mémoire. Hein. Absolument. Voilà. Républicain, même très conservateur, je le connais. Et Eduardo Paes, qui était également donc le maire de Rio, il est plutôt de centre-droit. Et donc, c'est la prise de conscience des maires du monde entier, quelle que soit leur couleur politique, qu'il y a une urgence climatique et que cette urgence climatique passe par les villes. Et c'est ainsi qu'en 2016, quelques mois après la COP21, j'ai dit, puisque notre ennemi majeur, c'est le climat, les villes sont les principales contributrices à l'émission de CO2, et il y a deux secteurs, les transports et les bâtiments. Et donc, comment faire pour que les villes émettent moins de CO2 dans ces deux lieux, les transports et les bâtiments? Il y a des mesures donc, qu'on peut appeler, on appelle souvent de la punition, de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ou alors on dit on arrête l'économie parce qu'on fait de la décroissance pour observer. Et donc ma réflexion que j'ai posée en 2016 a été de dire on peut vivre différemment et trouver un chemin intermédiaire pour réconcilier l'écologie, l'économie et les sociales dans nos villes. Le point de départ, ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est vraiment le réchauffement climatique. C'est ça le détonateur. Absolument. Le réchauffement climatique a été au cœur de mes travaux à partir donc de 2005. Mais quand on plonge dans nos villes, on observe de manière récurrente deux crises qui sont devenues systémiques. Et j'ai commencé ces travaux donc en 2010, nous sommes en 2024. On voit que la crise économique traverse non pas uniquement les États, mais traverse les villes, et que la crise sociale, et en particulier très souvent, et on le voit actuellement avec acuité en Europe et en France, donc la crise du logement. Et nous avons donc un ennemi commun qui est le climat, mais nous avons été traversés d'une part par la pandémie planétaire des Covid en 2020, et depuis 2022, le monde souffre d'une très grande angoisse concernant la guerre en Ukraine, qui nous amène à une problématique d'approvisionnement énergétique, difficulté à accéder aux matières premières. On entend partout un mot qui s'appelle la relocalisation. Et donc, en fait, ça tombe bien, puisque mes travaux ont été axés autour de ce sujet-là depuis 2010. Ça fait 14 ans que je travaille les sujets, et que j'ai appelé la ville du quart d'heure, le territoire des meilleurs, pour dire 15 minutes, ce n'est pas tout à fait chez moi, c'est pas tout à fait trop loin, on attend toujours quelqu'un un quart d'heure et après on s'en va. Donc je voulais marquer les esprits sur le fait qu'on pouvait développer un autre axe dans la lutte pour le climat, dans la lutte pour une économie vertueuse et dans la lutte pour un meilleur vivre au niveau social, avec ce que j'ai appelé la proximité heureuse, que je vais vous expliquer dans les 12 minutes qui me restent, avec les mots-clés, la phrase clé, réconcilier l'écologie, l'économie et l'impact social dans un monde urbain en crise. Et mes 14 ans de travaux sont résumés dans ces 3 mots. Régénérer nos ressources naturelles, nos écosystèmes de biodiversité, relocaliser l'économie, relocaliser la production, relocaliser l'emploi, relocaliser les compétences, retisser des liens, régénérer les liens sociaux, régénérer les interactions intergénérationnelles, régénérer des respects pour autrui, avoir l'équité des genres, respecter les femmes et l'espace public. Si on veut comprendre ce concept-là, il faut bien retenir ce qui est marqué là, réconcilier l'écologie et l'économie à l'impact social dans un monde urbain en crise, régénérer nos écosystèmes de biodiversité, relocaliser l'emploi, retisser des liens sociaux. Tout mon travail était axé sur cela. Et comme je suis scientifique, donc j'ai commencé à explorer sur ces 14 ans qui viennent de passer, pourquoi nous en sommes là? Pourquoi tout le monde a l'heure et pourquoi personne n'a du temps? Pourquoi nous avons la Défense à l'autre extrémité de Paris? Pourquoi il y a 1,2 million de passagers par jour dans la ligne des transports, la ligne 1 ou l'RER A, la plus fréquentée d'Europe aux heures de pointe? Pourquoi nous avons les quartiers d'affaires les plus grands d'Europe et pourquoi elle est en crise? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à la Sorbonne un de mes doctorants
qui est pas trop loin d'ici d'ailleurs, parce que c'est le maire d'énergie, Jean-Christophe Fromentin, dont j'encadre sa thèse, et qui est au comité exécutif de la défense. Et nous travaillons justement sur la crise du modèle économique des quartiers d'affaires de la défense. Et en fait, il faut remonter, chers amis, au moment où les voitures donc, ont été créées par M. Ford de l'énergie massive en 1920, pour comprendre la forme des villes au niveau planétaire. Et il faut s'arrêter sur l'architecte suisse Le Corbusier, qui, avec la charte d'Athènes en 1933, a dessiné la forme d'une ville qui, elle aussi, est devenue planétaire, et qui est la ville qui réussit, et la ville qui va vite, et la ville qui va loin. Et qui, donc, à partir du moment où les voitures ont émergé, on a eu cette forme de ville partout dans le monde. Donc, des quartiers d'affaires, des autoroutes, des voitures, des bouchons, des banlieues avec du logement où les gens s'entassent comme des lapins. C'est aussi le marché quand même qui a créé ces besoins. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif économique. Exactement. Le Fordisme, le taylorisme, donc ce n'était pas des philanthropes. Et effectivement, on a assisté à la naissance de 3 marchés nouveaux qui ont façonné la ville par des matériaux. Les marchés de la construction, donc des buildings, skyscrapers, donc les quartiers d'affaires, les marchés de l'automobile et les marchés du pétrole. Et donc, ce qu'il faut entendre, c'est que nos villes ont été façonnées depuis 1930 par 3 matériaux, et que donc c'était ça l'essentiel. Et la charte d'Athènes, Le Corbusier prévoyait donc ce qu'on appelait la zonification, la segmentation. Le Corbusier disait il faut que les gens soient concentrés dans ce qu'ils doivent faire, il ne faut pas les déranger. Donc on crée des quartiers d'affaires pour faire des affaires, on crée des zones industrielles pour faire de l'industrie, on crée des lieux culturels pour faire de la culture, des lieux résidentiels pour être résident. On ne déconcentre pas les gens. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on appelle la segmentation. Vous prenez n'importe quelle ville dans le monde, vous donnez une couleur pour ce qu'on a à faire, et voilà la couleur, voilà ce que vous obtenez en tant que couleur. Ça, c'est Vancouver, et vous voyez que donc les lieux sont chacun séparés, et la seule manière de relier l'un avec l'autre, c'est par un moyen de transport. Souvent, c'était le transport individuel ou le transport en commun, mais tout se passe aux mêmes heures. Donc, il y a ce qu'on appelle les heures de pointe qui sont venues. Voilà, ça s'appelle les zonages. Hier, il y avait à Paris, sur une chaîne, les images de Le Corbusier quand il a voulu raser les centres de Paris, ça s'appelait les plans voisins entre 1925 et 1927, pour construire des tours. Ça n'a pas été fait, mais par contre, dans le monde entier, ça a émergé. Et en 1962, nous avons créé donc la Défense. Finalement, ça fait globalement 90 ans que nous avons accepté l'inacceptable dans nos villes, qui se sont transformées en juste 90 ans pour des villes qui sont millénaires. Nous avons accepté donc, les longues distances comme la normalité, donc les longs trajets, des bâtiments qui ne servent qu'une seule chose, parce que c'est des business models. Les business models de ceux qui font de quartiers d'affaires, ils font de bâtiments de bureaux. Ceux qui font des quartiers résidentiels, ils font des maisons résidentielles, et ainsi de suite. Et on a assisté à la perte des vies des quartiers qui se sont peu à peu asséchés, déshumanisés. Et nous avons des villes qui sont devenues segmentées, fracturées, zonées, inégales. On le voit à Paris. Il y a un niveau de vie très fort à l'ouest. Les gens vivent à l'est avec beaucoup de logements sociaux. Dans le 7e arrondissement, j'étais ce matin sur BFM TV, j'avais les statistiques, je disais, dans le 7e arrondissement, nous avons 2,2% de logements sociaux. Dans le 19e, nous avons 42,5% de logements sociaux. Il y a des fortes inégalités. Donc, notre concept a beaucoup de succès dans le monde parce que nous ne voulons autre chose qu'une ville heureuse avec une mixité d'usages, des proximités. Et que ce concept marche dans le monde entier parce que les maires du monde entier ont pris le concept. Ce n'est pas ni un parti politique, ni une tendance X ou Y qui s'est emparée des concepts, c'est des maires. Florence le disait, les C40, il y a toutes les couleurs politiques. UCLG, la plus grande fédération mondiale des villes, la plus ancienne, et l'Organisation des Nations Unies, avec mon équipe à la Sorbonne. Et donc, on a commencé à implémenter ces concepts, non pas uniquement comme une idée scientifique, bien qu'elle est totalement valable, mais on l'a mis également dans la réalité un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, elle s'appelle de plein de manières différentes.
Il s'appelle les territoires des bonnes minutes, il s'appelle les quartiers vitaux, les quartiers complets, il s'appelle mon voisin heureux, il s'appelle les microcentres épanouis, il s'appelle les cercles de communauté de vie. Il y a plein de noms différents, mêlés dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un dogme. Parce que ce n'est pas Moreno qui a dit « j'ai fait une charte », parce qu'il n'y a pas de brevet, parce que tout est en production et libre. Et parce que ce n'est pas moi, Carlos Moreno, qui est les premiers à avoir pensé ce type d'idée. Ça fait une centaine d'années, depuis que la première voiture est sortie dans les chaînes de M. Ford, il y avait déjà des gens qui disaient « il faut humaniser nos villes, il faut donner la place à la vie, il ne faut pas donner à la voiture une place au-delà de ce qu'il doit être, la sienne, nous être utile ». Donc, je suis dans la continuité d'une centaine d'années de recherche sur des personnes. Quelques statistiques pour vous, qui êtes ici avec le notaire de Paris. Voilà la planète aujourd'hui. En 50 ans, nous sommes devenus un monde massivement urbain. En Europe, nous sommes 75% de urbains. Voilà la France. Nous sommes en parfaite linéarité, 81,51% d'urbains. C'est ça la réalité par rapport au poids donc de ce que représentent ces modes de vie. Voilà ici où nous sommes, l'Île-de-France. Voici l'évolution démographique à 2020. Nous avons 12 millions de personnes concentrées sur l'Île-de-France. Et voici les détails avec la prévision de l'INSEE à l'horizon 2050. Vous voyez partout des plus. Voilà. Donc, vous voyez que la croissance, elle est toujours présente et que nous sommes devenus des urbains. Voilà les mauvaises nouvelles. Voilà la courbe de température sur un siècle, un peu plus, dans le monde. Et donc là, nous sommes dans une zone vraiment rouge et des alertes très graves. Voilà l'Europe. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas moi, c'est les scientifiques du climat. L'Europe est le continent dans lequel la température augmente 2 fois plus vite que dans le reste du monde, même si on émet, si on est un des continents qui émet le moins de carbone. Et en France, semble-t-il, encore plus rapidement. Et voici en France, voilà. Donc la mauvaise nouvelle, même si on est vertueux à l'émission de carbone, vu qu'on est relié, qu'on a une approche systémique, ben, il s'avère qu'on fait partie de là où la température augmente 2 fois plus vite qu'ailleurs. Et ça, c'est mon ami Serge Zaka qui m'a envoyé hier. Ça date d'hier. Donc vous voyez, la pointe noire, c'est la température de la surface de la mer à hier. Donc on est en train de battre tous les records possibles et imaginables, ce qui est gravissime, puisque la température de la mer que compte, et c'est toute la chaîne de la biodiversité, la chaîne alimentaire, les tourmentes, les inondations, les cévenols, etc. C'est pour vous dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire une révolution de nos comportements et de nos usages pour que l'écologie, l'économie et le social aillent ensemble. Et ça, c'est la force du concept que j'ai effectivement proposé. Et j'ai dit que l'écologie doit donner lieu à une ville vivable, l'économie à une ville viable et le social à une ville équitable. C'est dont nous allons parler tout à l'heure. Quelles sont les ressources scientifiques? C'est 2 prix Nobel. Mon ami, le professeur Mohamed Younous, qui était avant-hier à Paris, un monde d'un triple zéro, zéro carbone, zéro pauvreté et zéro exclusion. Et mon collègue, Paul Krugman, prix Nobel 1992 pour une nouvelle économie géographique, c'est ce qu'on appelle la relocalisation. Et donc, nous inventons, non pas uniquement de la proximité, mais nous inventons une nouvelle économie géographique de la proximité. Oui, on n'est pas des hippies à se promener avec un calumet et un joint pour dire vivons heureux en proximité. Non, il faut réinventer avec vous, les secteurs économiques, une nouvelle économie géographique de la proximité. Et en 2024, c'est aujourd'hui sur la table de travail des grands patrons au niveau mondial, que je rencontre également, parce que tout le monde est conscient que la transformation profonde du travail dans le monde doit commencer le lendemain du Covid et qu'aujourd'hui, les mots clés, c'est localisation et relocalisation, ce qu'on appelle le nearshoring. Et la ville des quarts d'heure, vous le voyez en anglais, parce que c'est très populaire également dans les pays anglo-saxons. Je sors un livre en anglais dans quelques jours. Et donc, montre bien que de ça, il s'agit. Je finirai cette introduction pour attirer votre attention sur un sujet qui est devenu une préoccupation des Français. La qualité de vie, la santé urbaine,
en parallèle de l'économie locale et la préservation des ressources. Donnez-moi 1 minute et j'aurai fini pour la santé. La santé, ça va de pair avec notre qualité de vie et ça va de pair avec la vie dans la ville, puisque nous sommes des urbains. Voilà les principales préoccupations des Français à décembre 2023 par rapport à la santé. Après le cancer, vous trouvez les stress, après vous trouvez la santé mentale et après vous trouvez l'obésité. Ce sont 3 éléments qui sont strictement, en fait, même les 4, strictement liés à notre manière de vivre dans les villes. Regardez la courbe du surpoids. On se moque des Américains parce qu'ils sont obèses, parce qu'il y a la malbouffe, mais nous avons atteint une cote d'alerte. Aujourd'hui, un Français sur 5 a des problèmes de surpoids. Et regardez, la courbe, elle est linéaire. Elle est liée à quoi? Elle est liée à la manière comme nous vivons. Ça, ce n'est pas des gauchistes qui ont fait ça, c'est l'Institut Paris-Région. Voilà. La relation entre la marchabilité des quartiers et les facteurs de risque cardiovasculaires qui montrent comment la densité de population, la connectivité des rues et la mixité du mode d'occupation des sols invitent à marcher et que cette prévalence de la marche diminue donc l'IMC et favorise la pression artérielle. Pour ceux qui sont dans l'économie, regardez les coûts, ça date de il y a 2022, les coûts annuels de la sédentarité. Donc on avoisine aujourd'hui à 1 milliard, rien que le fait d'être sédentaire. Quand on est sédentaire, quand on est derrière un bureau et quand on est dans sa voiture pendant 2 heures ou 3 heures. Carlos Moreno, on parle de Paris? Voilà, donc je vais finir vous invitant à dire il faut qu'on bouge. Voilà, c'est pas moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est les organisations. Donc nous voulons aujourd'hui faire avec la ville des quarts d'heure ces 8 éléments que vous avez là: proximité aux services essentiels, intensité par mutualisée, mixité d'usage, espace public de qualité, transport public efficace, mobilité bas carbone, inclusivité, ubiquité. C'est ça la ville des quarts d'heure. Merci beaucoup pour cette explication effectivement sur ce concept de la ville du quart d'heure. On va effectivement se concentrer sur Paris. Le thème de cette soirée, c'est aujourd'hui pour demain une ville proche, intelligente et durable. Donc nous allons aborder chacun de ces thèmes. Et puis il y aura un temps de questions-réponses avec vous, une dizaine de minutes à peu près. Donc le premier chapitre, la ville proche. La ville proche qui pose la question évidemment de la mobilité, de notre rapport à la mobilité et du changement qu'il faut opérer en termes de mobilité. Est-ce que la nouvelle mobilité veut dire moins circuler dans cette zone de Paris? Est-ce que c'est déjà ça, moins circuler? La mobilité a toujours été un lieu d'affrontement sur la manière de se déplacer. Mais ce qui est beaucoup moins mis en discussion, c'est pourquoi on se déplace et à quoi sert se déplacer. C'est ça la question essentielle, pourquoi on doit se déplacer. Il faut savoir, Florence, que 76% des déplacements que vous faites tous les jours sont des déplacements dans lesquels vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc les gens, ils vivent sur la base d'une mobilité qu'on appelle la mobilité obligée. Donc les points de bascule aujourd'hui, c'est passer de la mobilité obligée à la mobilité choisie. C'est-à-dire je peux aller où je veux parce que je le veux, mais pas parce que je suis obligé. Et donc quand vous regardez, sur les 76% de la mobilité obligée, il y a encore pire, dans un territoire comme Paris et la métropole du Grand Paris, les gens qui travaillent se déplacent pour converger dans la journée dans moins de 17% de territoire. Ce qu'on appelle un mouvement pendulaire, c'est un entonnoir, voilà, puisqu'on a des grands lieux dans lesquels on va travailler, la Défense et Carrefour Pleyel, et au sud, les croisades scientifiques pour les ingénieurs, qui est la zone de Saclay. Et donc, la question de la mobilité, nous l'abordons différemment. Nous disons que la question de la mobilité est la conséquence d'un certain nombre de services qu'on a ou qu'on n'en a pas. Donc, si vous fermez les yeux et vous imaginez une ville dans laquelle vous avez des proximités, des services essentiels qui vous permettent d'y accéder, eh ben, vous verrez que nous allons nous déplacer tout à fait autrement. Et justement, comment on va se déplacer? Parce que cette notion de la ville du quart d'heure, est-ce que ce n'est pas aussi un enfermement?
Je ne sais pas vous, Jean-François Sagot, quand vous avez entendu parler de ce concept de la ville du quart d'heure, est-ce que vous avez ressenti ça? C'est-à-dire, oui, mais est-ce que finalement, on n'est plus sur cette notion d'ouverture, on n'est plus sur cette notion de découverte, on reste à l'intérieur d'un périmètre extrêmement défini? Oui, il y a ça. Il y a tout d'abord, vous l'avez rappelé, Carlos, le fait qu'a priori, on paye aujourd'hui une évolution qui est presque séculaire, un siècle de dérive avec un fractionnement, un cloisonnement qui nous oblige à avoir des pics de concentration et des flux très, très importants. Alors c'est vrai que repenser le modèle, déjà, ça veut dire accepter que c'est à nous de faire des efforts pour retrouver cette mobilité. Et en rejoignant ce que dit Florence, on a du mal à concevoir qu'on va finalement s'auto-limiter à un périmètre en se disant que dans ce quart d'heure, on devrait tout trouver, à la fois notre lieu de vie, notre lieu de travail, notre lieu de loisir. Est-ce que ce n'est pas un petit peu réducteur aussi? On est à Paris, donc on va les demander, par exemple, aux gens qui habitent à Clichy-Batignolles, qu'est-ce qu'ils en pensent? Clichy-Batignolles, c'était une blessure urbaine. C'était la ligne ferroviaire qui part gare Saint-Lazare jusqu'à Normandie. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui est conçu pour rendre les habitants tout simplement plus heureux. Il y en a 54 hectares. Il y a 13 hectares qui sont dédiés au parc Martin Luther King. Dans ces quartiers-là, les bâtiments, ils sont dans le U du parc Martin Luther King. Il y a aujourd'hui 12 000 habitants, 50% de logement social, 25% de classe moyenne, 25% d'accession à la propriété. Et les parcs paysagers Martin Luther King étaient faits par Jacqueline Hosty, prix national de paysagisme et de l'urbanisme. Et vous retrouvez là-dedans toutes sortes de services. Des écoles, des clubs de sport, des circuits courts. Est-ce que vous avez pu mesurer déjà l'impact positif ressenti par les personnes qui habitent ces quartiers? Bien sûr. Pas plus tard que demain, j'ai amené une délégation allemande. Là, ça défile en permanence toutes les semaines. C'est parfois moi-même qui fais les visites guidées. Vous regardez ces quartiers, vous regardez toutes les transcriptions qui ont été faites de l'évolution des quartiers. Il y a un projet européen qui s'appelle les Cordes, qui a été développé en parallèle du développement des quartiers. Et un exercice très simple à faire avec nos élèves, on leur demande d'aller au commissariat et de prélever toutes les statistiques donc des agressions qui se sont produites, etc. Et il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Et vous regardez quel est le taux d'usage donc des véhicules obligés, très peu. Et vous voyez au premier étage de la plateforme un carrefour. Et vous voyez qu'il ne peut pas être approvisionné en voiture. Vous voyez toujours des triporteurs qui sont devant, de la marque Stewart. Et c'est là où j'ai dit, pour les entrepreneurs, c'est de nouveaux modèles économiques qui se créent, parce que Stewart est une start-up qui a été rachetée par la Poste, qui est un triporteur avec donc, des conteneurs qui sont interchangeables. Donc le conteneur il peut être dans la rue, comme être posé. Et donc, si vous allez dans ces quartiers-là, vous allez voir tout un tas d'usages et personne ne va vous dire, je suis enfermé dans ces lieux, monsieur Bruno, comment ça se fait que vous avez pensé ça? Vous êtes Pol Pot, vous êtes Staline, vous êtes Hitler. Non, ça fonctionne très bien. Et à la rue Saint-Dominique, là, il y a les lots Saint-Germain qui viennent d'être livrés, 250 familles, dans un des quartiers les plus sélects. L'ancien bâtiment du ministère de la Défense, ces bâtiments ont eu l'équerre d'argent. 2023, donc par sa beauté, hein, c'est un prix c'est la partie ville inclusive. Oui. Et donc là, vous avez pareil, 250 familles. Donc la mobilité, c'est celle que nous voulons nous donner. Mais justement, celle qu'on a voulu nous donner, et est-ce que vous pouvez comprendre aussi ces réserves ou ces réticences des urbains parisiens lorsqu'on leur dit n'utilisez plus leur voiture, alors que pendant des années, on leur a dit justement la mobilité, c'est la voiture, la proximité, c'est la voiture, puisque tout devient proche avec la voiture, le train, le TGV, c'est la proximité. Donc cette notion de proximité, elle a déjà été mise en avant, mais pour finalement la proposition inverse, c'est-à-dire consommer davantage, rouler davantage. Le débat il est inversé, parce que oui. Le débat est inversé parce qu'on dit on fait une fixation sur les voitures. C'est pas sur les voitures qu'on doit faire une fixation, c'est sur les services. C'est quels sont le commerce, quelles sont les écoles, quels sont les cinémas, quels sont le théâtre, quels sont les services médicaux, et quels sont les lieux pour travailler. C'est autour de ça qu'il faut faire fixation. Nous avons travaillé
avec mon équipe de recherche et les élèves, on a fait des enquêtes, on a trouvé à Paris des déserts médicaux parce que le prix de la consultation est trop basse, donc le médecin préfère partir ailleurs parce que les loyers sont trop chers, etc. Et donc les problématiques, ce n'est pas voiture ou pas voiture. Ce matin, à New York, il était annoncé le nouveau péage new-yorkais, 1000 euros, 1000 $, donc à l'année. Voilà. Et donc, moi, j'appelle les uns et les autres à être beaucoup plus dans la raison scientifique, d'écouter les scientifiques. Ce n'est pas un problème parisien. À Buenos Aires, qui est une ville dirigée par un maire de droite que j'adore, lui, il m'a dit, Carlos, Buenos Aires, c'est pas possible d'offrir cette qualité de vie aux gens parce qu'ils ont construit des autoroutes qui coupent en deux la ville. Et donc, les services ne sont pas dedans parce que les gens se sont habitués à prendre leur voiture et à faire 40 minutes pour aller faire leurs courses. Donc, on a asséché complètement l'activité économique locale. Et vous parlez d'ailleurs à ce propos du nearshoring, c'est-à-dire de rapatrier un certain nombre de services Totalement. Et aussi de commerce qui étaient plutôt dans les périphéries à l'intérieur de ces quartiers. Absolument. Personne ne peut accuser les gauchismes de la famille Muliez par rapport à ces grandes surfaces. Et comment il s'appelle, Auchan, Decathlon, et Casto, Leroy Merlin. Qu'est-ce qu'a fait la famille Muliez? Je travaille avec eux depuis 5 ans. Vous regardez sur Internet, nude.com, NHOOD.com. Nude, c'est l'abréviation en anglais de neighborhood, de voisinage. Eh ben, ils rétrécissent la surface commerciale et ils transforment ça dans des lieux de vie. Donc, ils mettent des bâtiments pour loger les gens, ils mettent des services médicaux, des services culturels. Ce n'est pas une question parisienne. C'est une question qui concerne aujourd'hui tous les urbains du monde. On a une question qui n'est pas voiture ou pas voiture, c'est où sont mes services? Où est passée ma proximité? Pourquoi je perds ma santé en passant 2 heures en voiture, en passant 3 heures en voiture? Vous avez vu les statistiques. C'est les scientifiques qui disent qu'il faut marcher dans la semaine au moins 1 heure par jour pour garder une santé qui soit correcte. Si on marche, si on accède à des services, c'est quand même beaucoup mieux. Mais alors, on a l'impression quand même, en vous écoutant, et vous évoquiez le quartier Batignolles, le quartier Saint-Germain qui se dote de nouveaux modèles finalement, où on trouve dans un périmètre géographique du quart d'heure, a priori, l'ensemble de ce dont on peut avoir besoin. Ceci dit, comment fait-on pour que ça puisse se propager sur une ville qui, certes, est assez peu étendue géographiquement? Paris, enceinte de son périphérique, est par rapport aux grandes métropoles, une chose assez petite, mais enfin, c'est une ville plus que millénaire, plurimillénaire, et dans lequel il y a des quartiers dont on imagine mal, on n'a pas des friches aussi importantes que celles que vous évoquiez au Batignolles. Comment arriver à cette conversion? Autre observation, dans ce modèle, on comprend, puisqu'on relocalise, qu'on va redensifier d'une certaine manière, puisqu'on libère des friches pour y remettre de l'habitation là où ce n'était que des bureaux, avec finalement des pics de fréquentation en certaines périodes. Donc, comment on arrive finalement, quelle est la clé pour amorcer ça? Et surtout, comment en faire accepter ces grandes transformations qui nous imposent quand même de nous remettre en question? Il y a un degré d'acceptabilité. Et encore une fois, en étant parisien, et notre public est parisien, on voit bien qu'au cours des années écoulées, et il n'y a pas de politique dans mon propos, il y a quand même beaucoup de contraintes qui ont été fixées par rapport à une politique d'aménagement et qui fait qu'on est à un seuil d'acceptabilité qu'on a peut-être déjà dépassé. Donc, ce modèle, il est séduisant sur le papier. Comment on passe de la parole à la mise en œuvre avec une adhésion directe des concitoyens? Si je peux me permettre, pour compléter votre question, a-t-on le choix? Tout à fait, vous faites très bien de compléter, et Florence. Je dirais, et Jean-François, la question est de commencer un schéma. Les villes que vous voyez là, elles sont toutes commencées ces schémas. Et ce schéma aujourd'hui, il est effectivement sinueux, puisque je vais vous faire réfléchir sur le fait qu'on a vécu 90 ans des
zonification, des constructions à chaque fois plus loin. On a abandonné l'économie locale, on a abandonné les services. Quand le prix Nobel, Paul Krugman, l'a eu en 1992, il travaillait sur la nouvelle économie géographique. Il avait proposé les nearshoring, donc la relocalisation. Il a eu le prix Nobel parce qu'il était visionnaire. Mais Paul, il a dit à ce moment-là, il a dit, mais on va dans le mur, puisque le offshore est devenu le concept clé. Donc la Chine est devenue l'usine du monde. L'Inde est devenue l'usine des logiciels du monde. Et Corée, Taïwan, l'usine des semi-conducteurs du monde. Les Maghreb, l'usine des textiles du monde. Après, l'usine des call centers, parce que mon machin est en panne, c'est là-bas. Voilà. Et donc, on a fait un très long chemin qui nous a déshumanisé nos villes, qui a désincarné nos villes. On a perdu la valeur ajoutée. On n'en a plus nos produits locaux. J'irai la semaine prochaine de nouveau à côté de Nîmes, dans la Garrigue, à la Salle, où il y avait les plus beaux mûriers de France et les plus belles usines de soie qui ont été désaffectées parce que le nylon est arrivé. Et après, on s'est mis à importer le nylon. Et ça, c'est devenu des friches, d'ailleurs, qu'on est en train de régénérer avec le concept du territoire de la meilleure. Donc, je vais vous faire prendre conscience, Jean-François, qu'on a accepté 90 ans des harakiri. Et que donc, maintenant, on a d'autres possibilités pour régénérer l'économie avec des concepts comme la relocalisation, qui est un concept vertueux. On ramène des emplois, on ramène des compétences, on ramène de la formation, on recrée des circuits courts, on arrête d'importer des bateaux qui viennent de Chine chargés des choses de mauvaise qualité. On réindustrialise, on relocalise, on régénère des nouveaux business models. C'est quoi pour le monde de la construction? On est partenaire de la FIAPSI. La FIAPSI, c'est la Fédération mondiale de real estate. C'est notre partenaire. Pourquoi? Parce que les plus grandes sociétés du monde en real estate sont en train de changer leur business model pour faire des multi-usages. À la place de faire les quartiers d'affaires et les quartiers résidentiels, la machine est lancée pour faire des multi-usages, pour faire des bâtiments déconstruits, d'ailleurs, souvent architecturalement, parce qu'il a fait beaucoup de progrès technologiques, et qui peuvent donc accueillir plusieurs types d'usages. Et ce qui nous amène d'ailleurs finalement au deuxième chapitre de cette rencontre, c'est la ville inclusive. Parce que quand vous dites multi-usage, j'ai lu vos propos et vous dites que par exemple une école peut aussi servir le week-end à accueillir des événements sportifs, etc. C'est ça que ça veut dire le multi-usage. Oui, tout à fait. La règle elle est simple. Un mètre carré, plusieurs usages. Et chaque usage, des nouveaux imaginaires. Et c'est comme ça qu'on a régénéré des business models. Il y a des choses qui maintenant sont banales. Hôtel Accor, c'est vraiment extrêmement simple. Réservé chez Hôtel Accor, une chambre pour tout simplement aller travailler, faire des réunions. Ça, c'est du banal. Et Madame Hidalgo a ouvert les écoles le week-end pour qu'il y ait des activités. Et en plus, la rue en face, la rue des écoles, a été banalisée parce qu'il n'y a plus de voitures. Maintenant, c'est un mini-parc. Cette mesure est plébiscitée à 75% par les Parisiens. Et ça fonctionne vraiment très bien. Mais également, il y a des activités économiques. La foncière de commerce de Paris, aujourd'hui, est un exemple dans toute l'Europe, puisqu'on régénère les business models des commerces de proximité en prenant des surfaces louées moins chères pour installer donc, des commerçants, des librairies, des artisans, etc. Et en plus, on crée des filières de formation, d'accompagnement, de fiscalité, etc., etc. Donc, il faut trouver, aujourd'hui, au cœur de la ville, de nouveaux modèles économiques vertueux. Alors, ça, pour apporter un complément, on se rejoint parfaitement, et les notaires ont perçu ce besoin, cette nécessité plutôt. Et vous savez qu'on a des congrès qui travaillent à des propositions d'amélioration. Et il y a plusieurs années, nous avions imaginé, sous forme de proposition aux autorités, ce fameux permis réversible, qui permet de se dire on part sur un bâtiment qui a une destination, mais en permettant une adaptation, alors non pas forcément dans la journée, mais dans son évolution de vie de bâtiment. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça a été retenu. Et notamment, on sait qu'une partie des équipements qui ont été faits en vue d'accueillir notamment les délégations et les athlètes des Jeux Olympiques à Paris dans les mois prochains, auront ensuite une capacité d'être reversés pour une autre destination. Donc on voit bien qu'on se rejoint sur ce constat. Il faut des outils juridiques parce que
on a quand même dans Paris une contrainte qui est la charge foncière qui n'est pas illimitée, hein, puisqu'on a ce périphérique qui nous contraint. La verticalité n'est pas non plus une solution, sauf pour certains quartiers comme la Défense, vous le savez mieux que moi. Mais donc voilà, je crois qu'il faut une agilité de ceux qui conçoivent, il faut ensuite des juristes qui sont capables de donner ça de manière efficiente sur le terrain. Et je voudrais qu'on revienne sur le volet social, effectivement, de la ville inclusive, parce que le temps passe. Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous, par exemple, Jean-François Sagot, par ville inclusive ? Alors, une ville inclusive, c'est une ville qui ne laisse personne sur le bord du chemin. On a aujourd'hui, c'est vrai, dans Paris intramuros, une population qui est soit plutôt âgée, et c'est le fait finalement de la contrepartie du prix de l'immobilier, soit une population, on va dire, un peu plus jeune, mais qui est souvent avec un pouvoir d'achat assez important. Il est vrai aussi qu'on est une ville dans laquelle, par sa configuration historique, il n'y a pas que des grandes percées haussmanniennes, on a pas mal de rues qui ne sont pas aussi bien desservies. Et donc, cette évolution vers ces modes multimodaux qui sont plutôt décarbonés, le souci que moi j'y vois, c'est de ne pas faire ça en rupture, de faire une évolution et ne pas une révolution, et surtout qu'on se dise que ça ne doit pas être un modèle exclusif pour une seule catégorie de personnes qui seraient des actifs donc dans un âge qui permet d'avoir une capacité d'utiliser l'ensemble de ces moyens dont certains ne sont pas accessibles à tous. Donc c'est la question de la mixité sociale à Paris. Quel est le projet ? En fait, c'est presque un projet de société. C'est un projet de société. Oui, tout à fait. Nous portons, moi je l'appelle la révolution des proximités, pour faire un clin d'œil justement au fait qu'il faut se secouer, parce que j'ai rejoint Florence, qu'elle avait dit tout à l'heure. Et je l'ai dit, je l'ai redit encore ici, auprès de vous, chère audience, nous n'avons pas le choix. Vous avez vu les courbes des réchauffements climatiques, vous avez les courbes de la biodiversité, vous voyez les courbes de l'obésité, vous avez les courbes de ce qui coûte aux finances publiques la santé urbaine. Et on est vraiment on est dans une situation donc, extrêmement difficile. Vous avez vu le coût du Covid, vous avez vu les déficits de la France, les 20 milliards qu'on doit chercher. Donc il est temps, effectivement, de retrouver une économie des proximités qui est aujourd'hui en plus plébiscitée en Europe avec la guerre en Ukraine. Tous les matins, vous en entendez parler, il faut relocaliser, il faut ramener de l'emploi. Donc l'histoire, je l'ai dit de temps en temps, parfois de manière peu modeste, est en train de nous donner raison. Et parce qu'on prend conscience qu'on a trop laissé filer les choses, d'une part vers une économie qui a fait les choux gras d'autres pays ailleurs avec des produits qu'ensuite on importe avec un déficit, et deuxièmement avec cette exclusion que Jean-François décrivait très bien, que Florence également évoque, et nous l'avons étudié dans énormément de villes dans le monde, et c'est vrai aussi à Paris, l'exclusion aujourd'hui elle est dans les villes. J'ai beaucoup de respect pour mes amis agriculteurs, et j'en ai vraiment un paquet. J'ai fait une grosse étude sur l'agriculture il y a quelques années, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Ville et campagne », moi j'étais moi non plus, mais je peux vous dire, avec tous les respects que j'ai pour les agriculteurs, qu'aujourd'hui, le problème n'est pas les agriculteurs, quelles que soient les conditions qu'ils ont. C'est 3% aujourd'hui des PIB, et les exploitations aujourd'hui ont été divisées par 4 par la mécanisation. Les problèmes aujourd'hui, c'est les villes. Oui. Les problèmes, c'est les villes, parce et que la c'est ville, là où qui y habite aujourd'hui ? Et peut-on arriver à une mixité sociale ? Les prix, on le sait, au mètre carré, ont grimpé en flèche. Aujourd'hui, on va vers une normalisation, mais en même temps, les gens qui ont acheté cher, évidemment, ils sont aujourd'hui en situation plus délicate par rapport à ces acquis, aux acquisitions, mais comment on crée cette ville mixte alors qu'il y a bien aussi effectivement des réticences, on voit bien dans certains quartiers. C'est pas évident non plus d'abord de l'adaptation et ensuite comment on arrive à cette ville effectivement inclusive, sachant que de toute façon il y a des caractéristiques à chaque quartier. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais parler avec des exemples très 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 concrets. La première bataille que nous avons aujourd'hui dans les villes, chers amis, par rapport à l'inclusion sociale, c'est avant tout l'économie qui doit revenir au cœur de ville. C'est ça les terrains de bataille aujourd'hui majeurs. Je me bats pour ça. La nouvelle économie géographique que nous avons imaginée des proximités et les nerfs. S'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'emploi, le reste ne suit pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Paris suffisamment pour créer les conditions de la mixité sociale. Dans la ville en général, nous vivons sur un héritage, on dit, de longues années.
Et la ville de Paris, pour parler vraiment de Paris intramuros, je pense que la plupart connaissent ma pensée, de quoi les périphériques est une erreur et que je rêve de voir cette voie devenue juste une rue de plus de Paris et dans une continuité sur les métropoles, parce que c'est un vrai frein pour une vraie vision du futur de toute cette région de 12 millions d'habitants. Vous parlez du périphérique, c'est bien ça, hein? Du périphérique, on parle du périphérique. Oui, en fait, qu'il arrête d'être une blessure urbaine et qu'il devienne une continuité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème. Je pense que c'est... Donc Paris peut retrouver du souffle à condition que cette barrière, cette blessure du périphérique... Oui, je disais, il faut avoir une vision globale. On ne peut pas avoir une vision strictement de 2 millions parmi 10 millions. Il faut avoir une vision beaucoup plus élargie. Et cette vision élargie, il doit passer par, j'ai dit, l'emploi. Et l'emploi doit passer également par la formation, par les compétences et les gisements d'emploi qui sont les proximités. Madame Pécresse, le 13 juillet 2023, elle a adopté un projet qui s'appelle les SDRIF, les schémas de développement régional d'Île-de-France-E, qui est basé sur mon concept de l'appel les territoires des 20 minutes d'Île-de-France. Et il propose 23 nouvelles centralités, 132 nouvelles polarités. Ce projet est soumis à discussion parce que c'est à la fin 2024 qu'il sera adopté ou pas. Mais il passe par redistribuer les pôles de développement économique. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, dans une ville comme Paris, on ait cette cassure entre l'Est et l'Ouest qui est une cassure de 70 ans. Mais pourtant, il y a beaucoup d'activités au-delà du périphérique parisien à l'Est, aujourd'hui. Oui, mais la concentration de l'emploi aujourd'hui, malheureusement, les plus grands quartiers d'affaires, c'est la Défense et se trouve à l'Ouest. Et donc, vous avez aujourd'hui 1 million de mètres carrés qui sont en mal d'usage. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup de sièges sociaux à l'Ouest. Et dans le nord de Paris, malheureusement, les gens ne vont pas travailler parce que les gens ils disent la Seine-Saint-Denis, voilà, c'est pas très forcément safe, etc. Donc il y a tout un travail je l'appelle des rétissages. Les Jeux Olympiques pour moi c'était une chance parce qu'on a un train, Jean-François, regardez, avec ce jeu-là, on est quand même en train de rétisser une partie du Nord, la porte de la Chapelle. Et le village olympique a été créé par ICAD. ICAD, c'est un bon exemple d'un promoteur immobilier qui a pris justement le tournant des multi-usages. On a fait le village des athlètes, qui en fait, ce n'est pas un village des athlètes, c'est un écoquartier qui provisoirement, pendant 15 jours, va accueillir des athlètes. Et donc, il faut aller plus loin. Vous avez Carrefour Pleyel, Florence, qui va être inauguré, pas maintenant malheureusement, mais j'espère dans quelques mois. Il y aura les mêmes nombres de passagers à Carrefour Pleyel qu'à Châtelet, entre 350 000 et 400 000 par jour. Prenons cette opportunité des 65 nouvelles gares des Grands Paris Express pour déconcentrer l'économie et pour redistribuer la manière de travailler et d'accéder à la proximité. C'est une opportunité en or. Voilà, donc une moyenne, ça peut se créer avec effectivement la moyenne des amplitudes, très haut, très bas, et puis on fait la moyenne. Là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut redessiner, recréer un équilibre entre chaque quartier, mais est-ce que les spécificités des quartiers vont être conservées ? Et comment on met ça en place? Sur une échelle de 1 à 100, sur cette transformation de Paris, vous estimez qu'on est à quel niveau? On est à 2? On est à 20? On est où? Aujourd'hui, Paris se transforme, mais vous avez... La ville se transforme beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était Charles Baudelaire qui le disait pendant la période haussmannienne. Dans Les Fleurs du Mal, dans le poème Les Cygnes, il disait la forme d'une ville change, hélas, plus vite que le corps d'un mortel. Quand le Paris d'Haussmann a été créé, et en même pas 30 ans, qui a totalement bouleversé et transformé Paris. Donc, la question aujourd'hui de la transformation de Paris, elle est moins dans quelles sont les infrastructures qu'on va mettre par rapport à la vie des quartiers, que dans la capacité que nous aurons tous comme citoyens à changer notre mode de vie et à se dire qu'un mode de vie décarboné, c'est de faire mes courses plutôt dans mon quartier
qu'acheter sur Amazon en Prime parce qu'on me livre en 2 heures les 3 tomates et les 3 bouts de coriandre que j'ai oubliés pour faire ma ratatouille. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Que quand j'achète mes chaussures, je préfère aller chez les marchands de chaussures d'à côté plutôt que les faire venir par, je ne sais plus quel site, qui va faire traverser tout Paris par une camionnette et qui va porter mes chaussures à peut-être 5 ou 6 autres chaussures. 12% de la pollution aujourd'hui, c'est le commerce électronique avec les véhicules qui traversent avec cette logistique du XXe siècle. Et donc, c'est là où je vous rejoins en disant on a besoin que nous-mêmes nous soyons acteurs de ces changements. Tant qu'on considère la facilité que de vivre comme nous vivons depuis 70 ans, Einstein il disait, la folie, c'est croire qu'on va obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc tout le monde dit, oh là là, le changement climatique, on est mal, etc. Mais on continue à faire la même chose. Donc forcément, on ira dans les murs. Et après, il sera trop tard. Oui, vous, depuis votre position effectivement de notaire, vous rencontrez énormément de monde. Est-ce que vous aussi, vous changez. Est-ce que vous sentez ce changement ou de l'acceptation dans ce changement? On sent, donc effectivement, pour rappeler, les notaires reçoivent chaque année plus de 20 millions de personnes dans leurs études. Donc nous sommes des observateurs, à défaut d'être réels sociologues, des observateurs des attentes, des craintes, parfois aussi de nos concitoyens. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, il y a une aspiration assez unanime, une convergence, un constat qui est accepté. C'est plus ce maillon que vous évoquiez aussi, Florence, comment finalement passer de la parole aux actes, comment passer d'un idéal auquel chacun aspire et souscrit dans une réalité concrète. Et c'est là où on voit mal pour l'instant cette transition se faire sans rupture. Or, pour qu'il y ait acceptabilité, il faut que ce soit fait beaucoup plus avec une adhésion et donc une conviction plutôt que par des contraintes. Et c'est là où on ne voit pas encore un schéma très, très cohérent, même si, encore une fois, et c'est ce qu'il faut retenir qui est positif, je crois qu'il y a une adhésion et une unanimité sur une acceptation du constat, et notamment sur la nécessité de décarboner. Et du changement, donc du besoin de changement. Ah oui, ah oui. Et vous parliez effectivement de la tech qui maintenant a bouleversé nos usages. Donc, ce qui nous amène au 3e volet, c'est-à-dire la ville intelligente. Quelle est votre définition de la ville intelligente? Tout le monde ne sait pas nécessairement ce que veut dire la ville intelligente. Moi, j'ai posé la question autour de moi. Et il y en a qui sont allés sur Google tout de suite pour trouver une définition. Non, mais ça veut dire que ça n'est pas si clair dans l'esprit des gens, la Smart City. Est-ce qu'on en est toujours à la Smart City? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer dans nos usages? Et comment la ville intelligente peut-elle répondre à ces exigences que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire notamment de pouvoir vivre dans une ville avec un climat qui change? J'ai eu l'occasion, effectivement, je le disais au début, d'être, donc, on va dire, les premiers pelotons qui a travaillé sur les villes intelligentes, la Smart City, qui, après la révolution de l'Internet aux années 2000, l'émergence de téléphones mobiles en 2007, l'Internet des objets, a cru qu'avec les technologies, on allait résoudre tous les problèmes de circulation, qu'en mettant des voitures autonomes qui bougeaient toutes seules, il n'y aurait plus de bouchons parce qu'on allait prendre la voiture et que vivre dans un quartier ultra tech avec l'éclairage qui s'allume et c'est tout seul, on allait faire des grandes économies et que donc la ville allait gagner beaucoup d'argent en dépensant beaucoup moins. Finalement, tout le monde était déçu parce que c'était plutôt un business des grandes compagnies, surtout américaines et coréennes, et qui d'ailleurs n'a jamais marché, puisque toutes ces compagnies qui ont créé tous ces départements, ils les sont tous démantelés parce que ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que l'on ne peut pas ignorer, c'est que depuis l'année 2000, depuis 2005, depuis 2007, depuis 2015 et depuis 2020, ce sont 5 étapes différentes des développements technologiques qui sont exponentiels. Dans les derniers, l'intelligence artificielle générative avec tous les moteurs de génération. Donc, l'erreur, c'est croire que la technologie va résoudre nos problèmes. Par contre, ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que la technologie est un allié extrêmement puissant. En quoi, par exemple? On peut avoir des exemples concrets de cette... Bien sûr. De ces nouveautés, de cette nouvelle forme, effectivement. On parle de mobilité décarbonée, par exemple. Qui peut imaginer d'avoir un service de vélo, mécanique ou encore plus à essence électrique, sans la technologie?
comment on fait pour utiliser ma carte et prendre mon vélo, l'arrêter, la batterie, charger, décharger, les pilotages dans la rue, de la prochaine à gauche, la prochaine à droite, et je veux trouver tel endroit. Oui, bien sûr, ça c'est les choses. J'ai dit, la technologie, en quoi elle sert? Elle sert à ça tous les jours. Oui. C'est pas un gadget, c'est vraiment quelqu'un. La carte Navigo, voilà, donc à la place des tickets de métro, j'ai la carte Navigo. S'il était sur le téléphone, avec tous les téléphones confondus, ça serait encore mieux. Ça, c'est la technologie aujourd'hui. Mais alors, allons vers demain. Oui. On parle de résilience climatique. Oui. Donc, il faut que nos bâtiments se transforment. Il faut qu'ils deviennent, là, vous, en tant que notaire, vous le voyez tous les jours, les coûts de ce que représente les fuites thermiques à Paris, c'est extraordinaire. Les factures énergétiques sont extraordinaires. Donc, la technologie, oui, elle avance énormément. Et donc, avec le matériau, les nouveaux matériaux, on peut faire de bonnes choses. Il y a 3 jours, je ne sais pas si vous avez lu ça, il y a 3 jours, une expérience qui a été faite à l'ancienne mairie du 4e, l'Académie du Climat, et à Paris, où les zincs, les toits parisiens sont haussmanniens. Et donc, c'est un zinc. La température moyenne de l'été, c'est 52 degrés sur les zincs. C'est-à-dire que les chambres qui sont à cet étage-là, elles sont invivables. Hein. En moyenne, c'est 40-41. Et donc, avec la technologie aujourd'hui, il y avait une équipe du MIT qui a travaillé sur ces toits-là. On a la technologie qui nous permet de transformer ces lieux pour les rendre plus résilients au niveau climatique. Après, je vous pose la question à vous, notaires, et à vous, audience. Voilà. Et est-ce qu'on accepte la transformation des toits haussmanniens qui sont gris, qui sont en zinc, sur de nouveaux matériaux, sur d'autres matériaux? Est-ce qu'on fait des pas pour hybrider la ville avec des nouveaux matériaux? Aujourd'hui, on sait que... Est-ce que vous pensez, Jean-François Sago, qu'il y a une réticence, effectivement, des Parisiens? Est-ce que les matériaux changent? Parce que les toits en zinc, ça fait effectivement, c'est une histoire, mais on peut changer d'histoire. C'est une question de point de vue, surtout, est-ce qu'on est en bas ou est-ce qu'on le fait avec un drone? Oui. Parce que les toits en zinc, on les voit surtout quand on est des vues aériennes. C'est pas mal. Non, je crois que ça dépend des quartiers. Encore une fois... il n'y a pas un Paris, il y a plusieurs Paris. Mais même dans les quartiers plus conservateurs, le fait qu'il y ait des toits en zinc ou avec des nouveaux matériaux et que les chambres ou effectivement les derniers étages soient vivables. Regardez les débats qu'il y a eu sur Notre-Dame. Je pense que quand même il y a un attachement à une partie, encore une fois, de Paris avec sa tradition, son côté carte postale. Du faux zinc alors. En fait. Du faux zinc alors, ça, avec des qualités. Donc, mais effectivement, pour être sur une note positive, la technologie peut aussi aider à mieux vivre. C'est ce que vous dites, en fait. C'est ça, l'intelligence artificielle, comment elle va s'inscrire dans la vie. Ça, vous nous l'avez dit. Mais sur les niveaux des matériaux, c'est tech, ça profondément. Mais on n'arrive pas à comprendre, je trouve, effectivement, comment l'intelligence artificielle va nous aider à mieux vivre. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde dit ça va prendre des jobs, ça va, etc. Et au contraire, peut-être ça va amener une paupérisation d'ailleurs dans les villes. Mais en quoi, effectivement, cet outil peut améliorer la vie professionnelle et quotidienne? Notre ami, j'oublie son nom toujours, Bernard, qui dirigeait Arindustrie au Beaubourg. Bon, bref. Il avait une formule pour la technologie. Il disait la technologie, c'est un pharmacone, c'est-à-dire c'est un mot en grec qui est remède des poisons. Il disait, ça peut nous tuer comme ça peut nous guérir. Et aujourd'hui, on en est là. Vous prenez la intelligence artificielle générative. Et donc, il y a des métiers, je pense que pour vous, notaires, ça peut vous aider énormément à compiler peut-être beaucoup d'informations qui est éparse dans un temps extrêmement rapide. Mais par contre, versus, qu'est-ce que ça signifie en termes d'emploi? J'ai vu, donc Le Monde vient de passer un accord avec OpenAI pour utiliser ChatGPT pour la production de contenu. Voilà, quelle est la frontière? Il est certain qu'au niveau médical, là, j'ai suivi de près ces travaux, et la télémédecine couplée à l'intelligence artificielle générative, ça va quand même très vite. C'est extrêmement puissant. On est capable de détecter des cancers avec une précision plus importante que juste l'expertise. Et puis la téléconsultation, etc. La téléconsultation également pour les territoires, pour le rééquilibrage de l'inclusion, c'est quand même des nouveaux modèles économiques qui fonctionnent plutôt assez bien. Après, effectivement, la difficulté est toujours
concernant la technologie, jusqu'à quel point on peut créer pas d'emploi. Mais pour revenir à ce qu'on appelle la proximité, je vous donne un exemple des choses que nous sommes en train d'expérimenter. Nous sommes tous dans une économie de marché et on vit sur l'offre et la demande. Et vous avez aujourd'hui énormément de commerces qui travaillent bien aux heures de pointe, où il ne se passe rien, et dans les heures creuses, comme on les appelle. Avec l'intelligence artificielle, on peut très très vite, de manière quasiment instantanée, recenser tout ce qui est en train de se passer. Imaginez un système d'abonnement dans lequel vous, commerçants, entrepreneurs, voilà, vous abonnez à ces systèmes-là, qui scanne en permanence, qui est présent, qui est absent. Et par rapport au quartier, vous avez des gens dans les quartiers qui ont pris un abonnement à ces mêmes services-là. Et il va venir matcher parce que vous donnez vos goûts, vous aimez la cuisine machine, machin, les bowling ou pas, etc. Et il vous match en permanence et il vous trouve donc les places les moins chères aux heures creuses. Voilà. Il y a un système comme ça qui s'appelle Fork, la fourchette, qui vous permet de manger dans des restaurants pas mal pour pas cher, parce que vous le prenez à 16 heures pour 20 heures, parce qu'ils préfèrent de vendre à prix coûtant, au moins ça paye les charges. Voilà. Et donc, imaginez ça à l'échelle de la proximité. Vous pouvez scanner très vite. D'ailleurs, nous l'utilisons en permanence pour mesurer la qualité des vies dans un quartier par rapport aux services qui sont présents et qui sont absents. Merci beaucoup, Carlos Moreno. On va passer maintenant au temps. Oui, le temps a passé, on vous écoute très longtemps, mais on a un public qui vous a écouté religieusement. Il y a des questions à poser. Donc, vos questions, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je pense qu'on vous entend, mais sinon, je viens jusqu'à vous pour vous donner un micro. Tout à l'heure, vous avez parlé de changer les toitures en zinc pour avoir des toitures plus écologiques. Bon, bah, moi, je veux bien, mais essayez d'avoir le permis de construire. Ah bah, bien sûr. Non, parce que moi, j'ai le problème dans un immeuble. Bon, il ne s'agissait pas de la toiture, il s'agissait de la façade. On voulait mettre un revêtement thermique à l'extérieur. Bah, on n'a pas pu parce qu'on est passé de 3 cm l'immeuble d'à côté. L'architecte des bâtiments de France l'a refusé. Mais ça, vous aviez soulevé effectivement ces points-là. On peut en reparler, c'est-à-dire que effectivement, pourquoi Non, mais je crois qu'encore une fois, si on parle d'adaptation, il le faudra à tous les niveaux, et notamment au niveau décisionnel, politique, et de ceux qui sont en capacité de donner les autorisations. Si on change de modèle, le citoyen doit s'adapter face à des urgences qu'on a rappelées, mais évidemment, les autorités elles-mêmes doivent accompagner, encourager ce changement et lever les freins à cette mobilité. Pourquoi les bâtiments de France sont-ils si réticents au changement ? Parce qu'ils sont attachés à une normativité qui n'a pas bougé depuis des lustres. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est la Bible. Si la Bible le dit, on fait. Mais vous êtes un peu Dieu quand même. Vous êtes le Dieu de la ville du quart d'heure. Ah ouais, mais voilà, la Bible, c'est pas mon truc, avec tout le respect que j'ai pour elle. Une autre question. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur... Mais n'hésitez pas, parce que c'est... Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez Jean-François ? Pardon, oui, monsieur. Monsieur. Je ne sais pas si je vais poser une question, parce que vous en soulevez d'innombrables. En particulier, moi, il me semble, je ne peux pas parler longtemps et saisir la parole. Un seul exemple. Vous avez parlé du village olympique. Mais le village olympique, vous avez plutôt cité comme un modèle. En réalité, c'est un scandale. C'est un détournement de fonds publics colossal exercé par le BTP sur le discours du développement durable qui est devenu un cosmétique. Alors, voilà. Maintenant, je pourrais répondre dans le détail, mais la presse spécialisée... Monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter, si ça ne vous ennuie pas, comme moi, ça on sait... Je suis un architecte et un urbaniste et un concepteur de ville. Très bien, merci. Et donc, comme mon confrère Carlos Moreno, très engagé. On se connaît. Comment ? On se connaît, on a déjà été ensemble. On se connaît bien. D'accord. Mais moi, je ne suis pas mathématicien et je suis moins scientifique que Carlos Moreno. Et je voulais dire en second point que si les scientifiques veulent apporter quelque chose aux enjeux de la ville et aux enjeux de la ville durable et de la ville heureuse, c'est en prenant les choses
d'une manière macroéconomique et non pas dans la succession de détails tout à fait sympathiques qu'on a entendus. Mais la ville du quart d'heure, la ville de la demi-heure, la ville de trois quarts d'heure, elle a déjà 60 ans, 70 ans. Françoise Choët avait parfaitement exprimé ce concept, et tous les projeteurs, tous les urbanistes impliqués dans les grands projets urbains sont complètement férus de cela. Donc en tout cas, c'est un concept qui est apparu dans l'espace public beaucoup plus récemment. Il est essentiel. Le projet stupide d'Arabie Saoudite qui s'appelle Neom, en fait, c'est une distorsion de la ville du quart d'heure, puisqu'aller d'un point à un autre, c'est forcément créer un centre heureux et des périphéries désurbanisées. Mais, etc. Mais Carlos Moreno, je voulais répondre parce que je trouve que c'est intéressant. On se connaît sur la première partie sur ICAD que j'ai cité effectivement à titre d'exemple. J'ai parlé plutôt du renouveau des tissus de cette zone touchée par les Jeux Olympiques. Et donc, après, vous avez votre point de vue, j'ai le mien. Mais moi, j'aimerais vous poser la régénération, donc par le bois, c'est ce qui est en train de se faire, offre une alternative par rapport à une boîte qui a fait ses marchés dans un contexte de Solideo, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans... Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est y a-t-il d'autres propositions? C'est-à-dire que pour avoir évidemment travaillé, écouté beaucoup sur les propositions de devenir des villes, la seule qui vienne en tête aujourd'hui, c'est effectivement le concept de la ville du quart d'heure. Oui, y a-t-il d'autres propositions? On va dire qu'en France, ça ne plaît pas à beaucoup de confrères. L'essor mondial que ce concept a pris, et j'ai un prend acte, parce qu'effectivement, voilà, je lui dis quoi, il n'est même pas urbaniste, il n'est pas architecte, et il fait la une de tout un tas de journaux d'architecture. J'étais nommé effectivement professeur à l'Académie nationale d'architecture. Bon, c'est comme ça. Je suis très modeste. Quand même, sur ce concept-là, je présente toujours dans beaucoup de langues ces slides où je signale tous les gens qui ont travaillé donc, sur cette problématique-là. François Hacher sur le chrono-urbanisme, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Bon, bref, vous pouvez les lire par vous-même. Je dis toujours qu'il y a une centaine des grands penseurs qui ont travaillé là-dessus. Alors, moi, je vais vous proposer une autre question, parce que je la trouve intéressante aussi, mais je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. On s'aime bien, c'est utile. Le métabolisme de la ville ne devient-il pas plus important que sa morphologie ? Oui, c'est une très bonne réflexion. C'est une bonne question. Oh, ouais, non, mais c'est une très bonne réflexion. Donc, mon ami Philippe Cambaretta vient de créer une chaire donc à PSL, et donc on se connaît bien, qui s'appelle la chaire métabolisme urbain. Donc, on travaille beaucoup. Et la problématique métabolique, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans la période précédente, où je faisais plutôt de l'aéronautique adaptative. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. Le métabolisme, c'est la manière comme la ville elle-même se régénère, la manière comme elle se circularise, la manière aussi comme la ville elle se transforme. Moi, j'ai pris un chemin qui est celui de quelque chose qui s'appelle la Déclaration de Bruxelles, qui a été créée en 1980, qui était le mouvement anti-Le Corbusier européen. J'invite les uns et les autres à lire ces livres-là, donc André Douany, que je cite, et qui étaient les mouvements qui voulaient régénérer la ville, donc dans le cadre de la bruxellisation, par une animation des quartiers, par des nouveaux usages. Est-ce qu'on apporte aujourd'hui, je l'ai dit depuis le début, c'est une narrative qui est vraiment très simple. Je comprends que ça énerve beaucoup d'urbanistes et architectes qui élaborent des positionnements ici et là. Mais vu que cette narrative elle est simple, c'est 6 fonctions sociales qu'on a modélisées. Donc, on a modélisé l'habitat, le commerce, les soins, l'éducation et la culture, les travails et les loisirs dans l'espace public. Et on a créé une ontologie qui offre un certain nombre de modèles économiques, des modèles d'usage, des modèles de transformation, et qui, aujourd'hui, a creusé son chemin par lui-même. Ce n'est même pas moi qui l'ai poussé, c'est venu un peu par la force des associations des maires qui les portent. Donc, d'autres voix sont bienvenues. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle pas toujours la ville des quarts d'heure, ça prend plein de noms différents parce que ça s'hybride aussi avec d'autres voix. Si je peux me permettre,
Vous avez posé une très bonne question. Il ne s'agit pas d'alternative, il s'agit quels sont les autres concepts. En cours, moi, j'ai beaucoup travaillé et publié sur une notion qui est tout à fait complémentaire de la ville du quart d'heure, ou de la ville du demi-heure, ou de la ville de l'heure, qui est la ville en boucle. C'est-à-dire que dans les transports modernes, fonctionnent et ne fonctionnent bien que lorsqu'on fait une ville dans une série de boucles qui s'entrecroisent et sur lesquelles on peut poser les centralités au nœud de conurbation. Ce n'est pas en France qu'on arrivera à le faire parce que le territoire urbain français, il est assez gelé, il existe, il fonctionne, et nous ne sommes pas une population en grande croissance. Et le laboratoire urbain du monde des 30 dernières années, ça a été la Chine. C'est là que se sont construites des villes pour 600, 700, 800 millions d'habitants, aventure à laquelle j'ai beaucoup participé. Mais moi, je voudrais lancer un défi à Carlos Moreno, parce que sa position de scientifique le rend légitime à le relever, parce que ne sont pas beaucoup d'architectes et certainement pas beaucoup d'urbanistes. Ce défi, il est le suivant. Aujourd'hui, on parle de planète zéro carbone, sinon nous allons mourir. Exact. Mais nous sommes passés en 70 ans de 2 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants, et c'est ce passage qui crée un nombre important des dysfonctionnements que vous avez très, très heureusement soulevé. Mais aujourd'hui se prépare une augmentation encore plus importante. On attend 2 milliards de nouveaux habitants, environ 1,5 milliard, 2 milliards, dont une grande partie se concentre sur le continent africain, qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de ville, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'usine. Et je voudrais, moi, vous poser la question, qu'est-ce qu'on va proposer et qu'est-ce que nous allons mettre en place comme structure de réflexion, de recherche et d'équipement et de construction pour donner des villes zéro carbone à ce nouveau milliard d'habitants. Ça, c'est un vrai défi. Alors, c'est celui-là qu'il faut relever. C'est une question très pertinente, monsieur. Merci. Mais, voilà, mais je propose que vous poursuiviez la conversation à un autre moment, puisque notre sujet était la ville de Paris, son devenir effectivement à court, moyen et long terme. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être, oui, parce qu'on le retourne et question. après il faudra qu'on rende voilà, parce l'antenne. Qu'il faut absolument. Donc, non. Donc, pas non plus de questions via Internet. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était passionnant. Merci, Carlos Moreno. Avec plaisir. Je sais que vous avez l'habitude d'être challengé et je vérifie et je vois qu'effectivement, c'est toujours le cas. Jean-François Sagot, merci beaucoup. Merci Florent, j'espère que ce baptême avec nous s'est bien passé, qu'on pourra compter sur vous pour les prochaines éditions. On aura d'autres effectivement rencontres d'invités de notaires de Paris. Prochain rendez-vous, Florence, cette fois-ci avec le Club de l'Immobilier, je crois. C'est ça. Alors la slide va s'afficher effectivement avec les éléments. Non. Ça, c'était Carlos Moreno. Effectivement, c'est le 28 mai. Voilà, et c'est là où on se disait, voilà, donc c'est le 28 mai prochain, effectivement, le Club notarial immobilier, et le sujet sera, ça va vous faire plaisir, monsieur, l'évolution de Paris après les JO 2024. Voilà, donc sujet absolument passionnant. On vous donne rendez-vous donc le 28 mai. On vous souhaite une excellente soirée et un cocktail vous attend dans la salle d'après. Merci pour votre présence et pour votre attention. Merci à tous.